parler donc de ces deux notions, donc la mémoire et l'UX design, et un peu comment la mémoire elle va pouvoir impacter la manière dont on design. Donc juste pour rappel, je vous ai mis des petites définitions de la mémoire avant qu'on commence. Donc la première, c'est une définition classique qu'on peut trouver dans n'importe quel dictionnaire. C'est donc la mémoire, c'est la faculté comparable à un champ mental dans lequel les souvenirs proches ou lointains sont enregistrés, conservés et restitués. Et l'autre définition, elle est un peu plus, on va dire, scientifique. Donc c'est décrit comme un processus cognitif qui permet le codage, le stockage et la récupération de l'information et qui contribue à la transmission de l'information. Donc on a des notions intéressantes dans ces deux définitions. C'est les trois que je vous ai mis en gras et qui vont décrire en fait les processus qui sont liés à la mémoire. Donc la première étape, ça va être le codage, ou alors c'est aussi appelé l'encodage ou l'acquisition. Donc ça va être le processus en fait d'enregistrement des informations dans la mémoire. C'est-à-dire que dès qu'on reçoit ou qu'on perçoit une information, on va la transformer en une représentation qui va avoir un sens ou une valeur, et donc on va pouvoir l'enregistrer dans notre mémoire. La deuxième étape, donc, ça va être le stockage, comme son nom l'indique, ça va être du coup la conservation de cette information encodée dans notre mémoire, donc notre mémoire plutôt à long terme. Et enfin, la dernière étape, ça va être la récupération. Donc la récupération, ça va être le fait de se remémoriser quelque chose, de se souvenir d'une information. Et pour ça, il va falloir bien sûr activer certains réseaux pour retrouver l'information. Alors parfois, on arrive à se souvenir d'informations qu'on veut retrouver, et parfois, on n'y arrive pas. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir dire qu'on a effectivement oublié une information, tout simplement. La mémoire, donc je vous ai remis un petit schéma pour bien comprendre les différentes notions qui sont liées à la mémoire. Il faut savoir que la mémoire, il y a différents modèles qui existent, qui ont été proposés par des scientifiques. Donc dans ces différents modèles, il y a un peu ces différentes notions qui apparaissent. Les premières notions, donc, c'est que la mémoire, elle se divise en mémoire à long terme et mémoire à court terme, donc ce qu'on appelle aussi la mémoire de travail. Donc en fait, quand on va percevoir une information, un stimulus, avec nos organes sensoriels, donc ça va être la vue, l'ouïe, ça peut être n'importe quoi, cette information, elle va rentrer dans la mémoire à court terme, et cette mémoire à court terme, elle dure environ moins d'1 minute, donc c'est vraiment très court, comme son nom l'indique. Et cette information, soit elle va être répétée, et dans ce cas, elle va pouvoir passer dans la mémoire à long terme, soit elle va pas être répétée, et dans ce cas-là, on va l'oublier. C'est quand même un truc qui est très utile, parce que si on devait stocker absolument tout ce qu'on rencontre dans notre journée, ben, ça serait une quantité vraiment énorme d'informations. D'où l'intérêt de pouvoir faire ce premier tri entre ce qu'on stocke et ce qu'on stocke pas. Et donc la mémoire à long terme, c'est beaucoup plus large, ça va pouvoir durer de quelques jours à quelques années, voire toute une vie. Ensuite, on va avoir dans la mémoire à long terme deux types de mémoire. Va avoir la mémoire explicite, qui s'appelle aussi la mémoire déclarative, et la mémoire implicite, ou mémoire qui est plus liée à l'inconscient. Donc la mémoire explicite, ça va s'appuyer sur tout ce qui est un système de représentation qu'on va pouvoir verbaliser. Donc dans la mémoire explicite, on a deux autres formes de mémoire. C'est la mémoire épisodique. Ça va être lié à tout ce qui est tout ce dont on va pouvoir se souvenir, tout ce qui est des informations, mais qui se trouve dans un contexte. Par exemple, tous nos événements de vie personnelle, ça va être de la mémoire épisodique, parce qu'on sait que à telle date, quand on était jeune, il s'est passé telle chose à tel moment, etc. Donc voilà, c'est une information qui a tout ce contexte autour. Et la mémoire sémantique, au contraire, c'est des informations, mais qui ne sont pas forcément contextualisées. Ça va être tout ce qui est lié au savoir qu'on a de manière très générale. Ça va être ce qu'on a appris à l'école. Ça va être des informations, par exemple, quelle est la capitale de tel pays. Voilà, donc c'est vraiment très large, mais en tout cas, c'est tout des savoirs qui ne sont pas forcément contextualisés. Et ensuite, on va avoir la mémoire implicite. Donc ça, c'est ce qui va s'appuyer plutôt sur des systèmes d'action, de représentation. Donc c'est pas verbalisable, contrairement à la mémoire explicite.
Donc là-dedans, on trouve la mémoire procédurale. Donc ça va être tout ce qui est lié aux automatismes qu'on a. Ça va être lié notamment à tout ce qui est lié à la motricité, donc le fait de marcher, de conduire, voilà, vraiment toutes ces choses qu'on fait sans avoir en fait à y réfléchir, parce que c'est des choses qu'on a appris et ensuite qu'on a tellement répété qu'en fait on n'a pas besoin d'y penser quand on le fait, et on le fait de façon en fait automatique. Cette mémoire, elle est intéressante aussi pour, par exemple, les artistes ou les sportifs de haut niveau, qui en fait vont tellement répéter un geste que, à force, ça va s'inscrire justement dans cette mémoire procédurale et ça va devenir de l'ordre de l'automatisme pour eux. Donc voilà, et ensuite, la dernière chose dans la mémoire implicite, c'est l'amorçage. Donc ça, c'est une notion un tout petit peu plus complexe, c'est le fait que lorsqu'on rencontre un stimulus qu'on a déjà vu auparavant, on va pouvoir le reconnaître plus rapidement et en tout cas le traiter plus rapidement. Par exemple, si on a déjà vu une image, on pourra être en mesure de vraiment de se rendre compte très rapidement, en tout cas, qu'on a déjà été en contact avec elle. Et du coup, ça va permettre de, pareil, faciliter, encore une fois, au niveau de l'inconscient, hein, c'est pas verbalisable, mais ça va faciliter la reconnaissance. Hop, en quoi la mémoire c'est utile dans l'UX ? Tout simplement, si on ne prend pas ça en compte, on va en fait retrouver des problèmes de conception qui font que ça va compliquer la tâche aux utilisateurs. Par exemple, si on propose une interface qui a trop de choix, si on a une trop grande densité d'informations, si on a un manque de structure et de cohérence dans notre interface, pareil, si on a trop de couleurs, c'est plein de petites choses en fait qui vont compliquer l'utilisabilité et qui sont liées à la mémoire de l'utilisateur. Et donc je vais maintenant vous donner quelques petits exemples. Par exemple, par rapport à la mémoire de travail, donc je pense que vous connaissez la loi de Miller qui dit que on peut retenir simultanément 7 informations, plus ou moins 2. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Ça ne veut pas dire qu'on peut stocker que cette information dans notre mémoire, évidemment. Vous vous rendez bien compte que vous avez plus de cette connaissance ou de cette information dans votre cerveau. Mais c'est donc par rapport à la mémoire de travail, à la mémoire immédiate, on ne va pas pouvoir se souvenir et traiter en même temps plus de cette information, plus ou moins 2. Donc ça va dépendre des gens, bien sûr. Et donc, pour contrer ce problème, on peut mettre en place différentes techniques. La première, ça va être par exemple de segmenter nos informations. Donc là, il y avait un exemple que j'ai trouvé assez intéressant, c'est par rapport au tableau périodique. Donc le tableau périodique, je pense que vous l'avez tous déjà croisé, c'est donc le tableau qui reprend tous les éléments chimiques. Il y en a beaucoup, ils n'ont pas tous les mêmes propriétés. Et là, justement, on voit que le fait de déjà les classer de cette manière et de les regrouper selon leurs propriétés avec différentes couleurs, ça va rendre le tableau beaucoup plus lisible. Quand on va chercher une information, ça sera beaucoup plus rapide. Et donc ça va faciliter le traitement en limitant notre utilisation de notre mémoire, en fait. Et pareil, à côté, donc il y a des petits menus d'application que vous voyez, et on retrouve toujours cette notion qu'on n'a pas trop d'informations dessus, donc on en a 5 au maximum. L'idée, c'est toujours dans le même esprit de ne pas dépasser cette notion de 7 plus ou moins 2. Et l'autre technique qu'on peut utiliser, ça va être l'association. Donc là, par exemple, on voit des sites de presse en ligne pour lesquels on va pouvoir consulter des articles, mais aussi s'abonner. Et là, ce qu'on voit, c'est que les boutons pour s'abonner, ils vont tous se trouver à droite dans le header. Et ils vont avoir une couleur dans les tons jaunes. Donc ça permet aux personnes qui se baladent d'un site à un autre et qui ont vu ce bouton s'abonner plusieurs fois, ça va tout de suite, ça va tout de suite les interpeller, parce qu'elles savent que effectivement, si elles veulent s'abonner, le bouton il va avoir cet aspect et qu'il va se trouver à peu près à cet endroit. Donc ça permet de faciliter le travail en fait des personnes en limitant leur sollicitation, la sollicitation de leur mémoire.
Ensuite, il y avait une notion intéressante que j'ai trouvée donc, dans un article, c'était la notion de mémoire externe. Donc le but, ça va être de soulager la mémoire de travail. Pourquoi c'est intéressant la mémoire externe? Parce que tout simplement, quand on ne peut pas se souvenir de tout, qu'est-ce qu'on va faire? On va par exemple prendre un bout de papier et on va noter ce dont on doit se souvenir. Ça permet de ne pas oublier des choses évidemment, mais aussi de soulager vraiment notre charge cognitive quand on fait quelque chose. Donc le but, c'est vraiment de soulager cette mémoire de travail. Donc pour ça va être par exemple de proposer des rappels quand on veut assister par exemple à une conférence. Ça permet à la personne de ne pas avoir à se souvenir de ça. Et donc le fait de proposer un rappel, ça va en tout cas soulager sa mémoire. Et pareil, quand on a plusieurs produits qu'on va éventuellement vouloir comparer, il y a 2 solutions. Soit on va devoir ouvrir tous nos produits un par un, regarder leurs caractéristiques, revenir en arrière, ouvrir le deuxième, retenir toutes ces caractéristiques. On se rend bien compte que si on veut comparer plusieurs produits de cette façon, ça va être très très lourd. On va pas du tout pouvoir le faire de manière efficace. Alors que tout simplement, en proposant un petit comparateur, on voit qu'on a immédiatement accès à toutes les informations qu'on veut. Et là, ça va totalement soulager notre mémoire de travail parce que tout est directement accessible. On n'a aucun effort, en tout cas de mémorisation à faire. Donc rien que cette notion de proposer un petit comparateur, ça va en tout cas pouvoir vraiment améliorer la réalisation de cette tâche. Ensuite, la dernière partie, c'est par rapport à la récupération. Donc, comme je vous l'ai dit au début, c'est le fait de pouvoir se souvenir d'informations qu'on a stockées dans notre mémoire. Donc, pour ça, il y a 2 choses différentes. La première, ça va être le rappel. Par exemple, si je vous demande, donc là, c'est un exemple, l'année de construction de la Tour Eiffel, vous allez devoir vraiment aller chercher cette information, donc dans votre mémoire sémantique, justement. Et vous allez devoir, entre guillemets, faire ce chemin tout seul. Alors que si c'est plutôt une tâche de reconnaissance, c'est-à-dire si je vous demande si la Tour Eiffel, elle est à Paris, eh ben, ça va pas être la même démarche. Vous allez simplement devoir faire cette association. Donc en fait, ça va être une tâche beaucoup plus simple. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans le design, le fait de miser sur la reconnaissance des utilisateurs plutôt que sur le fait qu'ils doivent se rappeler de quelque chose. Et ben ça va vraiment être beaucoup plus simple pour eux, ça va vraiment leur faciliter leurs actions. Par exemple, quand on fait une recherche, le fait de proposer des catégories ou le fait d'avoir de l'autocomplétion, en tout cas sur une barre de recherche, ça va rendre leur tâche beaucoup plus facile. Ils vont à peine commencer à taper leur recherche que tout ce qu'ils auront à faire, c'est ensuite donc reconnaître l'information qu'ils souhaitent chercher. Donc ça va beaucoup leur faciliter la tâche. Et de la même manière, quand on doit se créer un compte, de plus en plus, donc on voit qu'on peut se connecter avec Facebook, on peut se connecter avec Google. Pareil, ça permet aux personnes de ne pas avoir à rentrer tout elles-mêmes, mais aussi de ne pas avoir à se souvenir que oui, j'ai fait un compte sur tel site, mon mot de passe c'était ça, etc. Là, ça permet de vraiment aussi soulager toute cette charge et de rendre l'accès beaucoup plus simple. Donc voilà, tout ça c'était pour montrer un peu que donc la mémoire c'est quelque chose d'assez compliqué qui est étudié. Comme je vous l'ai dit au début, il y a plein de modèles qui existent. Mais c'est juste que je trouve que c'est important de connaître toutes ces notions parce que quand on design, le but c'est bien sûr que nos interfaces, que nos produits ils soient bien utilisables et pour ça le fait de soulager au maximum les utilisateurs et de ne pas leur donner une charge trop importante, et ben ça va permettre d'avoir un système en tout cas qui sera mieux conçu pour l'utilisateur.